matinée, M. le docteur Maï, qui va nous entretenir sur les urgences dermatologiques néonatales. Je sais que c'est un thème qui intéresse toute l'assistance pédiatrique, et particulièrement les personnes en mission néonatologie. À vous la parole. Merci pour cette invitation. Et je trouve ça très bien, cette session néonatale impliquant la dermatologie. Alors, on m'a demandé hier, pour ceux qui étaient là hier soir, on a raccourci la session télédermatologie, j'avais prévu les cas cliniques, donc de les mettre là. Donc, il y aura une demi-heure a priori sur la néonatologie, une demi-heure, j'ai transformé le diaporama pour que ce soit plus interactif. Alors, on m'avait aussi demandé de parler dermatite atopique, on verra ce qu'on peut faire, parce qu'il y a un moment, il y a notre président qui ne va pas être d'accord. Donc là, on va aborder 3 urgences néonatales dermatologiques. Le bébé chéolion, l'érythrodermie néonatale et les épidermolyses bulleuses. Ça met rarement, si c'est bien pris en charge, ça ne doit pas mettre en jeu le pronostic vital. Et on va se rendre compte bien souvent qu'il n'y a pas besoin de moyens très lourds en période périnatale. La prise en charge va être plus sur le long terme. Donc voici les 3 présentations qu'on va voir. Ça sont des enfants que moi j'ai vus à Argenteuil. Alors, déjà, à Argenteuil, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Bien souvent, la période périnatale, on peut la gérer sans aucune difficulté. On a une réanimation néonatale, on a des dermatologues, on a des pédiatres. Donc on arrive à tout à fait gérer cette période périnatale. Après l'expertise diagnostique, bien souvent, on l'oriente vers un centre de référence de maladies rares comme l'hôpital Necker, car nous n'avons pas toutes les techniques de biochimie, d'immunohistologie, de marquage, pour aller au bout des explorations. Donc les points communs entre ces 3 urgences, c'est qu'un défaut de prise en charge peut avoir comme conséquence une sévérité immédiate, voire une mise en jeu du pronostic vital, mais aussi une sévérité ultérieure. On verra notamment pour le bébé collodion, si on ne prend pas en charge, ce que nous on appelle d'un terme absolument immonde, le décollodionnage, il peut y avoir des séquelles fonctionnelles, des séquelles esthétiques majeures chez ces enfants. Un point important pour ces 3 pathologies, c'est l'accompagnement des parents et de la fratrie. C'est un drame, ces naissances. Et surtout, toutes les échographies anténatales sont normales. Donc l'enfant arrive, on compte en général ses doigts, etc. Mais il n'y a même pas besoin de compter, l'enfant il est anormal. Il est dramatiquement anormal. Et le bébé collodion, c'est une catastrophe. Et moi, j'ai vu des parents ne pas voir leur enfant pendant une semaine, tellement cet aspect est traumatisant. Et donc, ça justifie d'une prise en charge multidisciplinaire, surtout sur le bébé collodion, mais aussi dans les épidermolyses bulleuses. Donc, qu'est-ce que c'est que le collodion? Parce qu'on utilise souvent des termes comme ça, qu'on se répète de génération en génération. Donc, j'ai regardé, et maintenant sur PubMed, sur Internet, mieux que PubMed, il y a Wikipédia. Dans nos internes, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est pareil dans vos pays, mais quand vous leur demandez de faire une vidéo, ils vont sur Wikipédia avant d'aller sur PubMed. Ça devient donc c'est un composé chimique qui en fait en séchant donne un aspect un peu plastifié. Et c'est exactement, donc là ils décrivent une feuille transparente et souple, mais il faut bien comprendre que c'est un aspect très plastifié et surtout rigide. Ce n'est plus la souplesse habituelle du tégument que l'on va voir. Donc la sévérité initiale peut être extrêmement variable, et ça sont 3 enfants qui sont nés chez nous. Vous voyez un petit collodion tout léger, on est à la limite de l'érythrodermie thiosiforme, un collodion un peu plus sévère au milieu. Alors je suis désolé, les photos sur la présentation sont très rouges, ils ne sont pas aussi rouges que ça, hein, les enfants. Un collodion, et on le voit très bien sur le visage, sur l'enfant du milieu, et un collodion extrêmement sévère à droite, à la limite du fœtus arlequin. Si cet enfant était né 2 mois avant mort-né, on aurait appelé ça un fœtus arlequin. Et on verra tout à l'heure qu'en aucun cas la sévérité du collodion ne prévoit la sévérité ultérieure de l'enfant. D'où l'intérêt de se battre. Et sur le 3e, vous verrez comment on s'en est sorti. Donc le bébé collodion, c'est toujours un truc de la kératinisation. C'est une maladie de l'épiderme. Ce n'est pas une maladie systémique, le collodion, la maladie, le bébé collodion. Donc si on passe le cap de la naissance, on peut espérer contrôler ce trouble de la kératinisation. Donc comme je dis, c'est plastifié. Ça peut être localisé au diffus. Moi j'ai vu des enfants qui avaient un aspect de bébé collodion que des extrémités, par exemple. Donc il n'y a pas de risque fonctionnel au niveau du visage, par exemple, au niveau de l'amplitude respiratoire, mais il peut y avoir des conséquences au niveau des doigts. Et on va voir qu'on peut avoir des aplasies digitales définitives. Bon, ça reste rare.
moi quand je suis arrivé à Argenteuil, j'ai été voir, j'ai discuté beaucoup avec les néonatologistes, ils me disaient oh, on en voit un tous les 2-3 ans. C'est à peu près ce qu'on a effectivement à Argenteuil, pourtant on est une grosse maternité, donc ça reste relativement rare en France. C'est un effet très transitoire et comme je vous l'ai dit, il risque vital immédiat, il risque de séquelles à long terme. Et tu nous parlais, Mustapha, des séquelles d'une prise en charge inadaptée. Alors là, on va être plus sur des séquelles fonctionnelles, des doigts normaux, des yeux anormaux, voire une cécité en cas de mauvaise prise en charge. Donc on n'est pas sur le même niveau de risque de séquelles, mais que là aussi on peut éviter. Donc le bébé collodion va naître à terme de poids en général normal, il n'y a pas de raison puisque le métabolisme général est strictement normal, et il est recouvert de cette membrane plastifiée avec des particularités, on ne voit pas les cheveux. En fait, c'est pas qu'il a une alopécie, c'est juste que les cheveux sont engainés dans le collodion. On ne va pas voir les sourcils, il a des sourcils, il a des cils, mais qui sont engainés dans le collodion. Il a une hypohydrose, et ça parce que la couche cornée est plastifiée, donc il ne va pas pouvoir transpirer, et donc il ne va pas perdre cet excès de chaleur, donc avec risque d'hyperthermie majeure. Les membranes sont tendues, rigides, engainantes, donc il va y avoir un ectropion, et on va bien le voir en image, et cet ectropion, il va falloir le prendre en charge dans les soins locaux, essayer de le réduire au plus vite. On peut avoir une hypoplasie des cartilages alaires, donc malformation du nez, des cartilages des oreilles, malformation des oreilles à terme. C'est pas dramatique, moi j'en ai un, je vais vous montrer. Bon, je ne vous ai pas montré photo récente, donc il a les oreilles qui sont un peu mal ourlées, mais il y a d'autres enfants strictement normaux et d'autres adultes qui ont des oreilles qui ne sont pas parfaites, entre guillemets, et c'est socialement viable. Les doigts sont figés, il ne peut plus les bouger, il ne peut pas contracter les doigts, et la peau peut donner un aspect fissuré, c'est juste le collodion qui est fissuré, mais dans les fissures importantes, et notamment au niveau de doigts, ça peut vraiment entraîner des plaies, avec risque de surinfection. Donc voilà l'aspect caractéristique un peu catastrophique des enfants. Vous voyez cet ectropion majeur, l'absence de cils et sourcils, mais on les devine, les cils et les sourcils. Les sourcils, on les devine très bien, les cils. On va en reparler dans les soins, on a réussi à les faire ressortir sans aucune difficulté. Vous voyez qu'il a le nez qui est obstrué, qu'il a une bouche figée, il a des fissures du collodion sur le tronc et des doigts complètement figés. Et ce qui est préoccupant sur ces doigts-là, c'est cet aspect blanchâtre qui peut être le témoin d'une ischémie. C'est un enfant, dès le premier jour ou le deuxième jour, plutôt le deuxième jour, parce qu'on n'appelle pas tout de suite, dès le deuxième jour, on a découpé le collodion des doigts pour libérer les doigts. Donc découper, on découpe juste le film. Alors c'est vrai que les néonatologistes n'osent pas y aller, nous on a un peu l'habitude. On découpe juste en superficie le film de collodion, on ne va pas entailler toute la peau. Alors il y aurait des diagnostics différentiels, en pratique il n'y en a pas vraiment, juste sur les enfants post-matures, on sait qu'ils ont un aspect un peu d'hyperkératose, parfois un peu érythémateux, qui peuvent donner cet aspect, mais ce n'est pas un vrai diagnostic différentiel, ça s'élimine très très vite. Alors j'ai trouvé ce syndrome, je vous avoue que c'est en faisant cette présentation que je l'ai découvert, je n'avais jamais entendu parler, qui est une dysplasie ectodermique hypohydrotique. Centre de Chris Siemens-Touraine. Alors hier je parlais des syndromes d'écloquilès, c'est un peu ce genre de syndrome. C'est suffisamment rare pour qu'on n'y pense pas vraiment. Alors dans les diagnostics différentiels, il est noté le fœtus arlequin. Le fœtus arlequin, c'est pas tout à fait ça, puisque c'est un bébé collodion extrêmement sévère avec mort fétale précoce. Donc c'est pas vraiment un diagnostic différentiel. Le pronostic, l'évolution spontanée, c'est le décollement des membranes. Donc j'ai repris cette photo qui était issue d'un article rédigé par Juliette Mazurottier de Toulouse. On voit bien le décollodionnage en arbre, vous voyez, du collodion qui va se détacher. Alors on ne va pas tirer dessus, on ne va pas arracher la peau, mais ça va se décoller. Et souvent ça commence par se fissurer et les fissures vont se soulever progressivement sur les zones collodionnées. Donc les complications, c'est la déshydratation, puisqu'on n'a pas de mécanisme de régulation au niveau de la peau du fait du collodion qui entraîne ces perturbations des échanges, l'hyperthermie ou l'hypothermie, les risques d'infection sur les fissures, sur l'ectropion, les positions vicieuses qui peuvent être définitives avec des anégénésies digitales, des oreilles mal ourlées, des zones de striction, d'œdème d'ischémie qui peuvent donner donc, des nécroses importantes. Le gène à la succion, alors quand on revoit cette diapositive-là, on peut la comprendre, puisque l'enfant a même du mal à contracter la bouche. Donc il peut y avoir des gènes à la succion, des gènes respiratoires. On a un engagement du thorax, donc on peut avoir une insuffisance respiratoire restrictive,
par défaut d'ampliation du thorax, et des complications ophtalmologiques, mais que je pense on peut assez facilement, enfin moi en tant que dermatologue, je peux intervenir, et c'est intéressant d'avoir des dermatologues qui ont un peu vu des enfants comme ça, parce que l'enfant que je vous montrais, le petit avec le collodion extrêmement sévère, l'ophtalmologue, il faut l'envoyer à Necker en urgence, il faut quasiment lui opérer les yeux, et pas du tout en fait, il faut faire des choses très très simples. La prise en charge, donc c'est une hospitalisation en soins intensifs de néonatologie, évidemment. Les néonatologistes conseillent un incubateur à fort taux d'humidité, vous connaissez ça mieux que moi. En fait, on hydrate l'enfant, hein, et on les ventile avec un air humide. Support nutritionnel important, s'il ne peut pas manger. On fait une lutte contre une infection un peu standard, il suffit bien souvent d'un nettoyage au savon et ça suffit. On évite toujours les perfusions, les procédures invasives, je dirais de façon générale chez ces enfants à peau anormale, on évite les perfusions. C'est pire encore dans les épidermolyses bulleuses, héréditaires, évidemment. Hein, évaluation ophtalmologique ORL régulière, il faut déboucher les oreilles, déboucher les narines, et comme je vous dis, un soutien familial lourd, avec vraiment un soutien psychologique. Donc les soins de la peau, si on peut faire des bains, c'est l'idéal. On bain à 33 degrés, hein, je vous rappelle que la peau est à 25 degrés, donc ça ne sert à rien de surchauffer les enfants. Graisser la peau, et c'est simple, hein. Nous on utilise des ampoules d'huile de paraffine, c'est très fluide, on peut utiliser de la vaseline, je pense qu'on peut utiliser à peu près n'importe quelle substance huileuse, 2 à 8 fois par jour, et ça va aider à ramollir le collodion, et donc à améliorer l'état local. Les yeux et les oreilles, on va mettre des collyres, on va mettre éventuellement des collyres antiseptiques en fonction de l'avis ophtalmologique. Et c'est là-dessus où j'ai dit, il voulait l'envoyer en urgence pour rétablir un peu, réduire l'ectropion. En fait, ce qu'on a pu faire directement au lit du patient, on a pris un cathlon, enfin j'ai pris un cathlon, en gardant la partie plastifiée, donc souple, et je suis passé sous les cils, ce qui a permis de soulever les cils, tout simplement, et de lever finalement le collodion qui tirait sur les cils, et donc on a rétabli des cils normaux, et ça a réduit l'ectropion. Vous voyez, il n'y a pas besoin parfois de choses très compliquées, il faut le faire de façon assez instinctive. Sur les doigts, s'ils sont très serrés par la membrane, il faut que les kinés, ou n'importe qui peut le faire, masse les doigts pour essayer de ramollir un peu ce collodion. Mais comme je vous l'ai dit, parfois on découpe la membrane collodionnée pour lever les strictions au niveau du doigt et sauver les doigts en fait. Donc parfois ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire simplement, hein, de façon un peu instinctive. Donc le bilan du bébé collodion, c'est jamais une urgence. L'urgence, elle est thérapeutique, puisqu'on est sur des troubles de la kératinisation, donc ça va être un problème chronique. Donc avant de faire un bilan, on va décollodionner l'enfant et après on réfléchira. Alors les gens médisants vont dire, les réanimateurs réfléchissent souvent après, non, chez les adultes, pas chez les enfants, parce que les réanimateurs pédiatres, mais c'est vrai que parfois c'est un peu comme ça en réanimation adulte. Donc ce sont des maladies autosomiques récessives, donc on fait le bilan au déco, et c'est un bilan d'ichtyose. Donc on fait de l'histo, de l'immunohistochimie. En fonction de ça, il peut y avoir une étude génétique qui va avoir un intérêt sur le conseil génétique. Donc l'évaluation, on va rechercher une consanguinité ou une promiscuité génétique. Alors le plus sévère, c'était un petit Marocain avec parents apparentés. Donc l'idéal, c'est de faire un examen microscopique des cheveux pour voir s'il n'y a pas des dysplasies pilaires, notamment qui peuvent orienter vers certains diagnostics. Et donc on va faire la biopsie cutanée qui va orienter les études génétiques. Alors pour les trois que je vous ai montrés, moi je les avais adressés à Necker au décours pour enquête génétique. Ils ont dit non, mais finalement c'est probablement une ichthyose par prolifération kératinocytaire de type ichthyose lamellaire. Et donc ils n'ont pas proposé d'études génétiques en vue d'un conseil génétique. Donc, mais au moins c'était sous leur responsabilité. Moi je ne pouvais pas prendre cette responsabilité. Et donc je vous disais que l'évolution, elle peut être extrêmement favorable. Et vous voyez que tous les enfants moi, que j'ai vus avec des bébés collodions ont toujours eu des aspects quasi normaux au décours. Et le petit en haut, si on a le temps un peu, je vous en parlerai, peut-être j'irai directement sur les déviations du dupilumab. Le petit à gauche qui était dramatique à la naissance, aujourd'hui il se porte comme un charme, il a une dizaine d'années. Il va à l'école, il a une scolarité normale. Alors il a un trouble de la kératinisation qui est à peu près contrôlé par des soins locaux, de l'acitrétine, de soriatane et du dupilumab qui lui contrôle ses démangeaisons. C'est une biothérapie. Donc, vous voyez, ça valait vraiment le coup de se battre parce que cet enfant il a un développement psychomoteur parfait. Parfait, parfait.
Le deuxième, moi je l'ai perdu de vue parce qu'il a déménagé, mais vous voyez, il a à peine des trucs de la kératinisation sur le corps. Il a une peau quasiment normale. Il est beau, il n'est pas beau, je vous laisserai juger. C'est vrai qu'on a l'impression sur la photo du tronc qu'il y a des petites anomalies morphologiques. Il avait un développement strictement normal qui n'a pas fait suspecter une maladie génétique systémique. Donc pour ceux qui ont affaire à un bébé collodion, je vous conseille de récupérer ce document, peut-être de le récupérer avant. C'est extrêmement bien détaillé, c'est un document qui maintenant est ancien, mais que vous pouvez toujours trouver en ligne, et qui décrit bien les soins locaux en période périnatale. Hein, ça a été écrit par le centre MAGEC, qui est le centre un peu de référence des maladies rares de Paris à Necker, donc là qui est signé de Christine Bonnemer, qui est la chef de service de dermatologie de Necker, et c'est très bien, et ça détend un peu, je dirais, sur la prise en charge de ces enfants. Parce que c'est un traumatisme pour la famille, mais aussi pour le personnel soignant, bien souvent, qui n'ont pas l'habitude de voir ce type d'enfant. Ils ont l'habitude de gérer des hypoxies néonatales, etc., mais un bébé collodion, finalement, pas tant que ça. L'érythrodermie néonatale, voici des exemples, et on se rend compte qu'il y a probablement un continuum entre le bébé collodion et les érythrodermies natales sur les aspects cliniques, mais aussi sur certaines étiologies communes. Mais en fait, l'érythrodermie néonatale est moins inquiétante à la naissance, mais un pronostic finalement bien moins bon que celui du bébé collodion, en termes d'étiologie. Alors, on va voir, il y a toute une discussion sur à partir de quoi on appelle ça une érythrodermie néonatale. Donc, l'érythrodermie, il y a une notion, quand vous avez fait vos cours de sémiologie, de chronicité. Ce n'est pas un phénomène aigu. C'est un érythème généralisé desquamatif avec notion de chronicité. Et souvent, altération de l'état général, fièvre, notamment chez l'adulte. Et donc, déjà différencier l'érythème squameux physiologique du nouveau-né, qui va se résorber en quelques jours. Et on admet que l'érythrodermie congénitale apparaît dans le premier mois de vie. C'est-à-dire que l'enfant peut naître un peu rouge, un peu anormal, et puis il va desquamer assez rapidement au déco, donnant un aspect qui se chronicise. Donc, cette étude est très intéressante, elle commence à dater, mais il n'y en a pas beaucoup d'études sur les étiologies des érythrodermies ichthyosiformes. Ça, c'est une étude qui avait été faite par l'équipe de M. De Prost à Necker. C'était Anne Pruskovski, donc sa chef de clinique à l'époque, qui avait signé le papier, et qui avait repris toutes les étiologies d'érythrodermie congénitale. Et je vous ai souligné celles qui, pour moi, sont des érythrodermies congénitales et celles qui n'en sont pas. Par exemple, ils mettent la dermatite atopique dans les érythrodermies néonatales. Il n'y a pas d'érythrodermie néonatale atopique, c'est une érythrodermie du nourrisson. C'est jamais dans le premier mois de vie, l'érythrodermie atopique, c'est après. La dermite séborréique, c'est pas néonatal, c'est dans la 3e semaine de vie. Alors, stricto sensu, oui. Alors, la dermite séborréique, en principe, en 48 heures de soins, ça disparaît. Ce n'est pas le cas d'une érythrodermie congénitale. On pourra, si vous avez des questions, on pourra en discuter de cette dermite séborréique du nourrisson. Le fameux Lenner-Moussus, en fait, c'est ça qu'on appelle la dermite séborréique du nourrisson. Le psoriasis, c'est exceptionnellement congénital. Moi, je vois énormément de psoriasis de l'enfant. Sur ma cohorte de plus de 350 enfants, j'ai une érythrodermie néonatale. Chez un enfant qui avait un CDG syndrome, c'est une maladie métabolique génétique, chez des parents, des gens du voyage, cousins germains, moi je l'ai étiqueté psoriasis parce qu'il y avait un psoriasis familial, mais je ne suis pas sûr que mes collègues l'appelleront psoriasis. Donc ça reste une maladie extrêmement rare. Mais qu'est-ce que l'on voit? On est toujours sur des érythrodermies ichthyosiformes chroniques, syndromiques. Le syndrome de Sjogren-Larsson, le syndrome d'Etterton, le KIT syndrome, etc., les déficits immunitaires complexes. Donc on n'est plus sur une simple ichthyose, nous sommes sur des ichthyoses syndromiques. Donc c'est pour ça que je vous dis que le pronostic est souvent pire à long terme. Et donc, quand on lit sur les érythrodermies ichthyosiformes, on va nous parler des érythrodermies inflammatoires, la dermatite atopique, le pso, la DS, la mastocytose, les érythrodermies infectieuses, la nécrolyse épidermique staph. La nécrolyse épidermique staph n'est pas une érythrodermie ichthyosiforme, c'est un érythème scarlatiniforme aigu qui ne desquame pas, qui bulle éventuellement. Les toxidermies néonatales, ça existerait, un enfant pourrait faire une toxidermie liée à la prise de médicaments maternels. Honnêtement, j'y crois pas tellement, je ne sais pas si vous en avez vu, je ne pense pas. Les toxidermies post-natales, pareil, c'est rarissime. Les enfants ont des capacités immunologiques assez limitées en période périnatale, ils font rarement des toxidermies.
Et donc on va être plutôt sur les déficits immunitaires et les génodermatoses. Donc on mélange en fait des symptômes, la rougeur généralisée, les tranches d'âge, et je vais vous montrer l'exemple typique, c'est l'exanthème scarlatiniforme qui doit faire suspecter une nécrolyse épidermique staphylococcique. Donc ça, moi j'ai dû en voir un ou deux depuis 10 ans, c'est rare, donc ce sont des exemples issus de la littérature. Vous voyez, et vous voyez, les enfants sont rarement photographiés en période périnatale, celui-là à l'évidence n'a pas 2 jours de vie. Donc là, vous voyez, érythème à peine visible, desquamation généralisée pour ces 3 cas. Mais dans tous ces cas, il faut bien comprendre que bien souvent dans la littérature, on vous rapporte 1 ou 2 observations pour vous illustrer le caractère rarissime finalement de ces lésions. Et à chaque fois, ce sont de ces syndromes, et chaque fois, ce sont des pathologies différentes. Donc voilà, voici différents exemples. Là, le syndrome de Netterton, ça on en voit de temps en temps. Moi j'ai dû en voir un mais qui n'était pas érythémateux à la naissance, qui est devenu érythémateux dans un second temps. Enfin, depuis que je suis à Argenteuil. Quand j'étais à Necker, comme c'est un centre de référence, on le voyait régulièrement. Mais ça reste rarissime avec une desquamation un peu particulière, pas tant en période périnatale qu'au décours. Vous savez, avec le temps, vous êtes sur une double collerette desquamative, des plaques qui peuvent être un peu fugaces, et surtout une dysplasie pilaire qui apparaît avec le temps. C'est plus difficile à mettre en évidence en période périnatale. Et donc ça n'a rien à voir, ça c'est un exanthème scarlatiniforme avec décollement bulleux, aspect orangé péribuccal, rehaussement dans les plis. On n'est pas sur une érythrodermie, on est sur un exanthème scarlatiniforme bulleux. C'est une nécrolyse épidermique staphylococcique. Là, l'urgence, elle est antibiotique. En 2 jours, ça doit être réglé. Allez, 3, parce que souvent, il y a une décharge toxinique à l'initiation du traitement qui peut aggraver transitoirement les symptômes. Et là, vous voyez, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand ça décolle, c'est il ne faut surtout jamais mettre des adhésifs. Et vous voyez d'ailleurs que la sonde, elle est assez sympa cette photo finalement, enfin, un peu embêtante, la sonde est sortie parce que ça ne tient pas. On ne met jamais d'adhésif chez un enfant qui décolle. Jamais, parce que vous allez décoller la peau. Et si vous avez demandé de mettre un adhésif, l'infirmière consciencieuse va en remettre. Et c'est un cercle un peu vicieux. Donc ça, moi, j'en ai jamais vu, des mastocytoses néonatales décrites comme une érythrodermie. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une érythrodermie. Ce sont des nodules inflammatoires diffus avec des espaces de Posen. Ça ne doit pas faire discuter une érythrodermie ichthyosiforme. Donc là, c'est une mastocytose. Et donc, vous voyez l'aspect bulleux au-dessus. Tiens, c'est intéressant parce que vous allez voir une photo tout à l'heure. Je n'avais pas pensé à cette hypothèse. Là aussi, une dermatite atopique, mais c'est jamais à la naissance. C'est à partir de 2 mois de vie qu'on fait une dermatite atopique. Et ceux des enfants que j'ai vus à 2 mois, 3 mois, 4 mois, avec des aspects d'érythrodermie quasiment psoriasiformes à droite. Vous mettez 2 jours de dermocorticoïdes. Alors hier, on a discuté de l'intérêt des dermocorticoïdes. Mais chez un enfant qui se gratte furieusement, je ne vois rien de mieux qu'un dermocorticoïde pour qu'il ne se gratte plus en 24 heures. Donc c'est vrai que je suis très pro-dermocorticoïde. Petite référence à hier soir pour ceux qui étaient. Donc l'érythrodermie, c'est pas une vraie érythrodermie, c'est juste une dermatite atopique non soignée. Donc les complications immédiates de ces érythrodermies périnatales, c'est là aussi la déshydratation, parce qu'il y a souvent des troubles de la kératinisation, donc perte d'eau par la peau, donc déshydratation, hypernatrémie, par déshydratation extracellulaire, je serai très prudent. On peut avoir des hypothermies, des infections cutanées, une dénutrition par hypercatabolisme, et des complications liées directement à l'étiologie, si on a un déficit immunitaire, risque d'infection grave. Le traitement, il est lié au traitement parce que souvent en fait en période périnatale il suffit de mettre des émollients, mais progressivement on va mettre des immunosuppresseurs, des corticoïdes. Au long cours, donc là on va mettre des rétinoïdes pour éviter la kératinisation, l'hyperkératinisation. Donc c'est un thérapeutique qui va être assez iatrogène, mais si on n'est pas iatrogène, on va avoir un retard de croissance. C'est un peu, mais ça c'est la prise en charge, pas en période périnatale, au décours. Donc la prise en charge symptomatique en période périnatale, réanimation néonatale pour voir un peu l'évolution initiale parce que ça peut partir un peu en vrille assez rapidement, et émollient en période périnatale. On se contente d'émollients, peut-être pas la paraffine qui est vraiment très très grasse, parce qu'on n'aime pas ce qui est très gras sur une peau normale, et la peau relativement normale finalement dans l'érythrodermie. Donc on va plutôt utiliser des colcrimes, des cérates, ce type de produit. Le bilan étiologique en milieu spécialisé. Et sur des érythrodermies, on fait volontiers le bilan assez précoce parce que là, ça préjuge du pronostic. Si par exemple vous avez un syndrome de Netterton, le pronostic dermatologique n'est pas très bon, il y a des risques d'hypernatrémie importante,
Il n'y a pas de déficit immunitaire. Donc on a maintenant des marqueurs qui permettent de classer assez rapidement, et ça on l'a dès la période périnatale. Hein, ça marche très bien à 2 jours, 3 jours de vie, donc ça on peut le faire très précocement. Analyse des cheveux, là aussi par exemple pour le Netterton, et recherche de déficit immunitaire en période néonatale, mais en période post-natale évidemment. Et donc ça va aboutir à un conseil génétique. Donc l'équipe de Christine Bonnemer a proposé un algorithme de réflexion. Déjà, est-ce que c'est bulleux, est-ce que c'est pas bulleux? Ça c'est intéressant parce qu'on a des érythrodermies bulleuses qui sont témoins qui sont en général ce qu'on appelle l'érythrodermie ichthyosiforme bulleuse, avec risque de transmission ultérieure qui peuvent être dramatiques. Ce sont des formes assez graves d'érythrodermie, heureusement ça reste relativement rare. Et sur l'aspect clinique initial, mais surtout évolutif, parce que je vous défie en période périnatale de dire si cette érythrodermie est eczématiforme, plutôt à petit squame avec prurite, plutôt psoriasiforme avec gros squame un peu micacé, ou ichthyosiforme à micro desquamation ou à aspect d'écaille sur la peau. C'est certainement pas en période périnatale que vous allez voir ça. Donc ça c'est plus pour après, avec rapidement, vous voyez par exemple le lectique et le marqueur de Netterton se voit surtout dans le Netterton qui a plus un aspect à terme eczématiforme. Donc voilà, donc c'est une réflexion autour de l'anatomopathologie. Sylvie Freitag, vous savez, sans doute, est une experte en dermatologie, en dermatopathologie pédiatrique, c'est un peu la référence française et une des références internationales sur le sujet. Bon, c'est un exemple d'algorithme, mais qui en période périnatale ne charge rien dans la prise en charge. Donc, les points communs de ces deux pathologies, ce sont 2 anomalies de la kératinisation, bébé collodion surtout ichthyose, assez simple à prendre en charge au long terme. Érythrodermie néonatale, on peut avoir des ichthyoses, mais il faut surtout penser à des déficits immunitaires, donc prise en charge pédiatrique peut-être un peu plus lourde. Les épidermolyses bulleuses héréditaires, on va aller plus vite parce que le problème est surtout diagnostique. Donc vous savez que ce sont des maladies génétiques qui peuvent être autosomiques dominantes ou autosomiques récessives. Dans les formes les plus sévères, c'est plutôt récessif. Voici une fragilité de la peau et des muqueuses. En fait, c'est surtout un décollement au moindre frottement. Ça peut être présent dès la naissance, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Barr, comme vous voyez en bas à gauche. Personnellement, il y a longtemps que je n'en ai pas vu. Ce sont des enfants qui naissent avec une aplasie cutanée étendue, et souvent sur les jambes, sur des zones finalement de friction anténatale. Et donc ils naissent avec d'emblée finalement des décollements bulleux qu'on ne voit pas, mais on les devine par cet aspect circiné des décollements. Et le petit qu'on a vu, il a commencé à décoller, donc qui est à droite, qu'on a vu il y a quelques années, a commencé à buller dès le lendemain de la naissance. En fait, tout traumatisme entraînait un décollement. Donc on va aller rapidement, il y a 4 groupes d'épidermolyses bulleuses. Les épidermolyses bulleuses simples, ce sont surtout des anomalies de la kératine 5 et 14, sont les plus fréquentes, et pour cause, elles sont bénignes, et souvent compatibles avec une vie quasi normale. Ce sont des enfants et des adultes qui vont buller, excusez-moi pour ce terme, pas très joli, mais ils vont buller sur des traumatismes assez importants, mais qui n'est pas incompatible avec une vie quasiment normale. Les jonctionnelles qui peuvent être, elles, dramatiques. Donc plusieurs gènes sont impliqués, donc là vous avez la liste, notamment des laminines, le collagène 17. Et là, on est à la jonction derme-épiderme, donc c'est plus profond, c'est récessif, et la sévérité va être variable en fonction du niveau, du type de gène impliqué, du niveau d'expression, c'est-à-dire une disparition complète de l'expression du gène ou incomplète. On va avoir des hypoplasies de limaille et toujours une atteinte muqueuse. Et donc là, le pronostic vital est mis en jeu, parce que ce sont des enfants qui ne vont pas pouvoir se nourrir, qui peuvent avoir, en cas de décollement notamment laryngé, avoir des asphyxies brutales, très difficiles à ventiler parce que les membranes font clapet lors de la ventilation. Et donc c'est un pronostic qui peut être effroyable. Et ça c'est un exemple, cet enfant est mort rapidement, je vous le dis tout de suite, elle a bullé très très vite, elle avait une atteinte endobuccale rapide. Je crois qu'au bout de 2-3 jours, on l'a envoyée en réanimation néonatale à Necker et ils n'ont pas pu la tenir. Les épidermolyses bulleuses dystrophiques, c'est le collagène 7, et là aussi, elles peuvent être dramatiques s'il y a une perte complète de fonction du collagène 7. Le collagène 7, c'est une protéine du derme, donc on va avoir une épidermolyse bulleuse avec décollement dermo-épidermique. Donc c'est extrêmement variable en termes de sévérité. Donc on a soit les jonctionnels, soit les dystrophiques avec perte d'expression complète du collagène 7, enfin de perte totale de fonction, pas forcément d'expression, mais de fonction du collagène 7. Celles-là sont dramatiques. Et donc le syndrome de Kindler, j'ai vu qu'une famille,
Et c'est très intéressant parce qu'ils savaient tous qu'ils étaient nés avec des bulles, et puis finalement ces bulles ont disparu avec le temps. Ils avaient avec le temps ce qu'on appelle nous une poikilodermie, c'est-à-dire un aspect atrophique avec des troubles pigmentaires assez diffus. Vous allez voir sur une photo issue d'une publication. Il persiste une fragilité cutanée, mais qui, avec le temps, est totalement viable. Bon, c'est pas très joli, hein, mais ça prédomine sur des zones un peu de friction, comme ici. Mais finalement, moi, là, ce sont des maladies familiales, autosomiques dominantes, donc compatibles avec une vie sociale normale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme bilan? Une biopsie cutanée, et sur la petite que je vous ai montrée, elle a été faite très précocement pour pouvoir proposer un conseil génétique. Et comme ça peut partir très vite, les enfants peuvent mourir très vite, il est urgent de le faire. Et les tests sont d'emblée valables. Alors, il y a des immunomarquages, des études génétiques dans un second temps, une fois qu'on a identifié la protéine qui ne s'exprime pas dans le derme ou dans l'épiderme. Et ça conditionne le pronostic et le conseil génétique. Donc la prise en charge est dans un milieu spécialisé, d'un point de vue dermatologique, on va protéger l'enfant pour éviter des traumatismes. Là où il y a des plaies, on va mettre des interfaces plutôt de type Urgotul, qui est une interface à base de carboxyméthylsulose, plutôt que des compresses vaselinées, parce qu'on sait que la vaseline disparaît très vite sous le pansement, donc on va avoir finalement une compresse sèche directement sur la peau. Donc quand vous décollez, vous allez emporter la peau. Donc il faut vraiment faire des soins très très prudents. Là, le dermatologue a toute sa place pour vous aider. Donc avec le terme, vous connaissez toutes ces photos dramatiques qu'on peut voir sur internet, qu'on voit nous régulièrement, quand on a le téléthon de ces enfants qui ont les doigts, avec le temps, à force de faire d'immeubles, ils ont des synéchies sur tout le corps, au niveau axillaire, sur les doigts, avec les doigts qui se rétractent avec le temps. Ce sont des maladies qui sont psychologiquement pour les familles et pour les enfants dramatiques. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à l'écart, on en voyait beaucoup, souvent sur des familles qui se séparent avec le temps, tellement il y a un investissement sur ces enfants et perdent de l'organisation familiale. Donc il y a vraiment besoin d'un soutien fort avec le temps. Donc le point clé pour ces 3 dermatoses, l'accompagnement de la famille, ça c'est vraiment important. Il y a des associations de patients en France, il y a des associations de patients internationales, donc il ne faut pas hésiter à adresser les familles vers ces associations qui sont de bons guides, qui sont de bons soutiens. Et protection sociale, ce sont des maladies qui coûtent une fortune en termes de soins. Et donc il y a, en France, en tous les cas, ces enfants sont relativement protégés, mais il y a un reste à charge qui est énorme quand même. Donc il faut penser à ça et pas proposer des soins qui sont inaccessibles financièrement aux familles. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions-réponses sur la néonate ou on enchaîne sur les cas cliniques de télédermato? Cas cliniques, d'accord. Donc ça, c'était ce que je devais faire hier, et donc je l'ai un peu modifié pour vous laisser réfléchir. Un soupçon, ce sont que des cas que j'ai vus en téléexpertise, pour montrer un peu l'intérêt de la téléexpertise et comment quand ça se passe bien entre le requérant et l'expert. L'expert, il ne faut pas le prendre péjoratif, on ne peut pas le prendre de façon prétentieuse. L'expert, c'est le terme utilisé, requérant, expert, quel que soit le niveau d'expertise de l'expert. Donc, j'aime bien montrer cette photo, je l'ai peut-être déjà montrée, mais je suis désolé, mais ça illustre bien l'intérêt de la téléexpertise dans le cadre de l'urgence. Ça, c'était l'hôpital de Versailles qui m'adresse un cas, et quand je vois l'hôpital de Versailles, urgence pédiatrique en général, j'essaie de répondre assez vite, et vous voyez que j'avais répondu 20 minutes, même pas 20 minutes, après avoir eu l'alerte d'un dossier déposé. Information, fillette, 2 ans, pas de fièvre, éruption observée le matin. Les photos sont magnifiques et elles sont extrêmement didactiques, même si pour vous, vous voyez, c'est quasiment normal. C'est un peu vrai. Mais est-ce que quelqu'un a une idée comme ça? Ou je vous aide? Je vous aide? Là, au pli du coude, il y a une petite inflammation, un petit rehaussement dans le pli du coude. Peut-être dans le cou d'ailleurs, sur la 4e photo. Elles sont très rouges, je suis désolé. Un petit rehaussement. Mais il y a beaucoup plus de choses à voir. Et cette photo à gauche est pour moi remarquable. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Vous voyez tout ça. Cette photo est quasi normale, mais en regardant bien, vous voyez tout ça. Vous voyez ici, déjà, il y a une érosion du pli de l'oreille, peut-être un peu orangée. Vous avez 2 décollements. Très superficiel, ce n'est pas un décollement sous-épidermique, c'est un décollement intra-épidermique, dit en linge mouillé, ici et ici.
vous avez un aspect, pour moi, pathognomonique de cette maladie, qui est cet aspect orangé, là qui est à peine visible, périnasal. Vous avez un érythème très léger, généralisé, avec un rehaussement dans le pli ici. Et sur cette photo à droite, vous voyez un enfant qui ne va pas bien du tout, qui est grognon, qui n'est pas bien. Par contre, il n'a pas de fièvre. Ouais, staphylocoque, mais sans fièvre, c'est possible. Staphylocoque, la nécrose épidermique staph, c'est 40, hein, la nécrose épidermique staph. Mais la fièvre, on ne l'a pas eu au début, elle l'a eu que le lendemain. Et effectivement, cette photo à gauche, c'est caractéristique pour moi de nécrolyse épidermique staphylococcique, et là dans une phase très très précoce, puisqu'elle va avoir 3-4 heures d'évolution. Vous savez que l'érythrodermie, la nécrolyse épidermique staph, c'est un phénomène toxinique. C'est-à-dire qu'on a le mauvais staph au mauvais endroit qui va relarguer la toxine exfoliatrice par voie systémique. Donc c'est quelque chose qui apparaît très rapidement. Et en général, c'est un enfant qui a 39-40 qui ne va pas bien du tout. Je dis souvent, pour moi, c'est la seule maladie où l'enfant n'est même pas bien dans les bras de sa mère. En général, l'enfant, dès qu'il est dans les bras de sa mère, se calme. Et il est tellement douloureux qu'il n'est même pas bien dans les bras de sa mère. Et ça, c'est très inhabituel. Donc là, évidemment, j'ai répondu, mais j'ai aussi appelé les urgences de Versailles pour dire cet enfant, il ne retourne pas à la maison, vous le gardez, il a été gardé, il n'y avait pas de souci. Et surtout, vous mettez tout de suite sous antibiotiques. Donc ce qui a été fait, il a été mis, je crois, sous augmentin d'alacine. On aime bien cette association, l'augmentin qui est un très bon anti-staph, et la dalacine qui est complémentaire, qui a beaucoup moins de résistance à la dalacine. Donc s'il y avait une résistance à l'augmentin, ça compenserait à la dalacine. Et qui surtout évite la synthèse des protéines, donc évite la synthèse. Ouais, le micro ne fonctionne plus. Ça a l'air de remarcher. Évite la synthèse de la toxine. Alors que l'augmentin, au contraire, qui va réduire la synthèse d'ADN, je crois, donc qui va marcher sur la membrane cellulaire, va entraîner un relargage de la toxine. Donc c'est vrai que cette association est assez intéressante. Et donc moi, j'avais présenté ce cas à une FMC un soir chez un groupe de pédiatres, et j'avais le pédiatre qui l'avait géré, et qui m'a dit, mais le lendemain, elle avait 42 températures. En fait, en mettant l'antibiotique, eh ben, on a probablement favorisé le relargage toxinique et déclenché cette fièvre. Et donc, vous voyez, on peut aller en une demi-heure, un dossier en téléexpertise a été réglé. Alors, on peut régler d'autres urgences. Là, 48 heures de fièvre. Cet enfant, il m'est adressé avec suspicion d'érythème polymorphe. Effectivement, quand vous voyez les photos à gauche, on a des aspects très cocardiformes, avec par endroits comme... Attends, je retrouve ma petite... Ici, par exemple, vous avez un aspect typique d'un érythème polymorphe, avec la nécrose kératinocytaire qui donne un peu ce rehaussement violine, ou parfois légèrement marron au centre des cocards, un aspect coalescent des lésions qui donne cet aspect en grande nappe sur le tronc. Donc, pourquoi pas? On a une atteinte diffuse, dans l'érythème polymorphe, on a aussi une atteinte ophtalmique, on peut avoir une atteinte buccale, surtout labiale, un peu moins linguale, labiale et un peu moins linguale. Néanmoins, ça ne m'allait pas complètement. Quel âge? Comment? Quel âge? Quel âge? C'est 3 ans, par exemple. Il a une adénopathie. Sur le dossier, non. Sur le dossier, non. Kawasaki H48, c'est trop tôt. Mais oui, c'est un Kawasaki. Mais on n'est pas au 5e jour. Et la langue est assez caractéristique, et même l'œil. Dans l'érythème polymorphe, on va avoir une kélie extrêmement sévère. On va en voir un après. Et on a souvent un aspect croûteux. On n'a pas cette langue dépapillée. Et le Kawasaki, moi j'en ai vu, je crois, 3 comme ça, avec cet aspect érythème polymorphe-like. Donc on n'a pas l'exanthème à peine visible qu'on vous voyez souvent dans le Kawasaki. On a des formes beaucoup plus sévères, voire bulleuses, ça a été rapporté. Mais là, vous avez tous les signes du Kawasaki. La seule limite, c'est le H48. C'est pour ça que je vous mets H48. Vous avez l'atteinte linguale, l'atteinte des yeux, l'atteinte des extrémités. Vous voyez bien ici. Comme on le voit, on le devine aussi sur la main, vous avez une atteinte des extrémités, vous avez un exanthème non spécifique de type epélac. Vous pouvez éliminer la scarlatine là-dessus, non? Ah oui, la scarlatine, c'est un exanthème généralisé, scarlatiniforme sans espace de Posen. Et là, on n'a pas du tout un exanthème scarlatiniforme. Après, il y a peut-être des scarlatines un peu inhabituelles. Et donc, on va avoir un exanthème diffus avec rehaussement dans les plis, ce qui n'était pas le cas là. Alors, c'est vrai que la langue peut être une scarlatine. Je suis d'accord. Mais pour moi, ouais.
3 ans, oui. Mais c'est vrai qu'on en a vu 1, 2, 3 comme ça, des érythèmes polymorphes, on y pense, enfin des kawas un peu atypiques, on y pense. Et c'est surtout la langue et les yeux, moi, qui je trouve faisait très Kawasaki et pas du tout érythème polymorphe. Même tableau, sauf que là, elle a 13 ans, la gamine. Donc là encore, c'est Versailles. Et là, c'est un tableau un peu plus, là aussi très sévère, elle avait 39 de température, brutalement, sur une semaine. Un aspect érythème polymorphe-like, ici, des lésions aftoïdes de la bouche. Un aspect ici, vous voyez, on retrouve peut-être des nécroses kératinocytaires, ici, sur des zones, hein, des pseudococardes qui vont être coalescentes. Alors, quand on me présente le dossier, en plus, on me rapporte qu'elle a une hépatite, qu'elle a des cytopénies. C'est un PIM. Un PIMS, hein. C'était avant le Covid. C'était avant le Covid. Mononucléose infectieuse. Ouais, alors j'y avais pas pensé. Prise médicamenteuse? Aucune. Mais ce tableau de pseudo-érythème polymorphe avec atteinte aftoïde buccale chez une ado avec hépatite cytolytique, cytopénie doit vous faire penser à un lupus. Et c'est dans la forme qu'on appelle le syndrome de Rowell, qui donne un aspect de pseudo-érythème polymorphe, qui est très discuté en dermatologie. Moi, tous ceux que j'ai vus, c'était toujours des adolescents. Je vais en voir 3 ou 4. Et toujours des tableaux un peu catastrophiques comme ça, 39 de température. Dans le vrai érythème polymorphe, on n'a pas d'hépatite cytolytique, sauf si c'est d'origine virale. Hein. Si c'est un érythème polymorphe sur une hépatite, ça peut le donner. Mais là, en plus, ils ont complété le bilan, la CRP était subnormale avec une VS à 100 et les facteurs antinucléaires étaient au plafond. Donc là, ça a été une relative urgence thérapeutique parce qu'elle avait une hépatite vraiment sévère, cette petite. Et donc, en fait, le lupus est confirmé biologiquement assez rapidement. Hein, donc, vous voyez, sur des tableaux d'érythème polymorphe, finalement, même par téléexpertise, sur les qualités des photos, mais surtout sur la qualité de l'information qui nous est donnée, et ça, c'est vraiment très important. On ne nous envoie pas juste des photos, on peut aider à faire des beaux diagnostics, mais sur des maladies, finalement, qui ne courent pas là. Un autre intérêt de la téléexpertise, les hémangiomes. Les hémangiomes, vous savez, le traitement par bêta-bloquant dans les formes sévères, c'est pas une urgence. Mais sur les formes sévères, on ne va pas attendre 5 mois pour les traiter. Et si on demande aux parents, et ça moi je l'ai vu trop souvent et c'est un peu triste, le pédiatre dit aux parents, prenez un rendez-vous à l'hôpital d'Argenteuil, vous verrez votre enfant. Sauf que s'ils appellent le standard, le rendez-vous il a 4 à 6 mois. Or on sait que le bêta-bloquant, plus il est donné tôt, plus il sera efficace. Donc on ne va pas attendre 6-7 mois, c'est trop tard, ça ne marchera plus. Et donc une perte de chance pour le petit, et j'ai vu trop de cas malheureusement qui vont avoir des séquelles esthétiques qui seront gérées par chirurgie plus tard, mais si on peut s'en passer, c'est quand même intéressant. Donc là, 4 cas, moi on voit ça, je vois ça, qu'est-ce que je réponds? Ils ont entre 2 et celle de droite avait 8 mois je crois, ça a été découvert un peu tardivement. Bêta-bloquant ou pas bêta-bloquant? Non. Non, sur ces 4-là, mais aucune indication. Pas de risque esthétique, vous voyez, sur le cuir chevelu, le dos, les membres, le tronc, pas de risque esthétique, ils sont petits, même s'ils sont en phase de croissance, ils ne sont pas très préoccupants, il n'y a pas de risque fonctionnel sur la vision, sur l'audition, pas de danger. Donc là, on répond tout simplement, hémangiomes sans risque fonctionnel, esthétique ou d'ulcération, pas de bêta-bloquant, pas de suivi. Parce qu'il y a tout ça. Parce que parfois on dit, renvoyez quand même. Là, il n'y a aucune inquiétude. Alors, je sais que le pédiatre, de toute façon, va le voir, l'enfant. Hein, mais là, pour moi, il n'y a pas de suivi dermatologique en tous les cas. Là, c'est un peu le tableau opposé. Vous voyez, des enfants très bas âge. Et là, la téléexpertise, là aussi, a son intérêt. N'adressez pas aux urgences. Les urgences, ils vont attendre 4 heures au milieu des varicelles, des bronchiolites, des Covid. Parce que c'est open Covid dans nos urgences. Hein. Les enfants qui courent partout, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Ils disent le Covid, la varicelle, aux urgences, on a tendance à courir partout. Là, bêta-bloquant ou pas? Urgent. C'est urgent. On n'attend pas, on n'envoie pas en consultation. Et donc là, la téléexpertise a tout son intérêt. On m'adresse ça, ma réponse, c'est quoi? Le pédiatre, donc je lui dis, oui, c'est urgent. Et la réponse, c'est soit le pédiatre donne les explications, prescrit le propranolol, et nous, on le prend dans la semaine. Donc le pédiatre peut avoir cette démarche que nous, on a en général. Soit je propose, après la téléexpertise, une téléconsultation. Et ça, on peut s'arranger dans les 2-3 jours pour trouver un moment, libérer un moment pour faire une téléconsultation.
Ce qui me permet d'expliquer à la famille sans qu'ils aient à se déplacer qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça va se passer, d'envoyer l'ordonnance par mail et on programme l'HDJ dans la semaine. Et on a un gain de temps et de déplacement pour la famille qui est juste énorme. C'est efficace. Les bêta-bloquants, Ouais, c'est extraordinaire les bêta-bloquants. Alors là, les problèmes, c'était. Le problème à gauche, il a un double problème. C'est ulcéré, c'est un enfant qui va avoir des problèmes de succion. Et il y a un risque majeur de déformation de la lèvre. Donc on peut vivre. Les chirurgiens plasticiens vous disent non mais c'est pas grave, une lèvre ça se corrige ça se corrige ultérieurement. Oui, enfin si on peut éviter d'avoir une intervention chirurgicale dans quelques années, c'est jackpot. Donc là oui, il y a urgence et ça marche assez vite sur la douleur. Le deuxième, c'est une ulcération nécrotique probablement surinfectée axillaire. Ça a très bien marché. Par contre les soins ont été très douloureux, donc on faisait les soins à l'hôpital avec les pédiatres. Je crois qu'ils mettaient même des analogues morphiniques tellement c'était douloureux. Donc c'est beaucoup plus lourd, mais les bêta-bloquants en une semaine permettent de parfaitement contrôler la douleur. Le troisième, c'est un angiome Cyrano avec risque de destruction des cartilages alaires. Et donc plus on va le prendre tôt, moins on a de risque d'avoir de déformation du nez. Et le troisième pose plusieurs problèmes. Et le principal, alors il y en a deux au moins, il y a le risque de compression du conductif externe. Donc là, il y a un examen ORL qui est assez urgent, parce que là, ça devient une urgence thérapeutique. Et surtout, il y a un risque majeur d'ulcération. Là, c'est compliqué parce que à gauche, est-ce qu'il va grossir et s'ulcérer? Quel est le problème du deuxième? En quel âge à gauche? À gauche, il a 2 mois. Alors, le deuxième, il y a un risque d'ulcération parce qu'on est sur un pli, et cette utilisation doit vous faire craindre quoi? L'hémangiome sous-glottique. Donc là, s'il y a une urgence, elle n'est pas dermatologique, elle est ORL. Le troisième, pleine phase de croissance, il est gros sur un membre, il n'est pas inquiétant aujourd'hui. Le quatrième, tout petit hémangiome, risque majeur d'ulcération ou risque d'ulcération. Bon. Vous avez une alternative là au bêta-bloquant? Non, on n'en a pas. Aujourd'hui, on n'a que les bêta-bloquants, mais c'est déjà génial, parce qu'il y a 12 ans, on n'avait même pas les bêta-bloquants. Le laser vasculaire. Le laser vasculaire n'a d'intérêt que sur l'ulcération. À la phase aiguë, ça réduit la douleur. Mais à la phase aiguë, là, ça n'a pas d'intérêt sur la phase de croissance. Je crois qu'on ne le fait pas du tout dans ces hémangiomes-là. Et on le fait ultérieurement en cas de séquelles esthétiques à titre de télangiectasie. Donc là, moi, mes réponses, elles vont être plus modérées. Soit le pédiatre le renvoie, en fonction de mon inquiétude, je propose qu'il le renvoie 15 jours ou 4 semaines après. Avis oreille urgent pour le cas 2. Si, là, il est très plan quand même, donc l'ulcération est assez faible. Mais aussi, on peut prévoir une téléconsultation décalée à 1 mois, et là, ou à 15 jours même. Et là, les parents, on leur demande de remettre les photos, et là, on fait une téléconsultation, ce qui permet d'avoir une discussion. Donc, vous voyez comment on peut gagner du temps, finalement, sur des cas qui peuvent vous poser problème, et même nous, parfois, on ne peut pas trancher. Ça peut avancer. Autre observation, c'est un collègue qui m'appelle, ma fille souffre de son acné, m'appelle le lundi, on est au mois de mai, l'acné au mois de mai c'est toujours plus compliqué à traiter qu'au mois d'octobre, parce que tous nos produits sont photosensibilisants. Donc je lui dis, demain si tu peux, on se voit en téléconsultation à 18h, et ce qui était là hier, c'est cette photo qui est d'une qualité remarquable, parce qu'en grossissant, on voit les points noirs, on voit les comédons, on voit tout en fait, et la qualité est remarquable. Et donc comme cette jeune, en fait elle avait 17 ans, on est au-delà de vos âges, mais bon, je l'ai prise en charge quand même, je ne connaissais pas son âge. Là, on est au mois de mai, acné. Effectivement, elle est sévère. Quand on grandit, on voit qu'elle a déjà des cicatrices. On a 17 ans, donc on sait que c'est une acné à risque de chronicité. Donc là, moi, comme on était au mois de mai, qu'elle passait son bac, qu'après elle partait en vacances, l'isotrétinoïne, c'était illusoire, je ne pouvais pas la suivre. Et en plus, ça allait la photosensibiliser. Alors, pour la petite histoire, elle veut faire médecine. Donc, son dernière vacances avant bien longtemps, dernière vacances tranquille, donc j'allais pas pourrir ses vacances. Donc, je lui ai dit, tu fais les cyclines jusqu'à ton départ en vacances, tu mets ton traitement local, et on fait une présentielle en septembre. Cette gamine a été gérée en 24 heures pour les 3 mois à venir. Donc, comme quoi, même la téléconsultation, vous voyez, peut aller très très vite.
sous réserve qu'on trouve un créneau pour se mettre à la disposition des enfants. Autre cas, on m'envoie des photos, une collègue m'envoie des photos en disant est-ce que tu peux voir Zoya, elle a une dermatite atopique, j'ai du mal à contrôler. C'est vrai, elle est juste sévérissime chez cette adolescente. On est à la limite de l'érythrodermie, tellement elle est sévère, avec un prurite épouvantable. Donc je lui propose la téléconsultation dans la semaine, parce qu'on ne peut pas, on voit des photos comme ça, humainement on ne peut pas laisser cet enfant en souffrance. Donc pour aller plus vite, je n'avais pas de créneau de consultation, parce que mes consultations devaient être chargées à 150% à peu près. Donc je lui propose, je trouve un créneau de téléconsultation dans la semaine. Et là, on l'hospitalise le lendemain de la téléconsultation. Soins locaux transformés, donc bain d'amidon, Clarelux, c'est-à-dire du dermoval, enfin le générique du dermoval sur tout le corps, transformer la petite, mais comme c'était très chronique, elle a été mise d'emblée sous du pilumab. Vous voyez, on reçoit un mail d'alerte, téléconsultation dans la semaine, en moins d'une semaine, elle est hospitalisée avec mise en place d'un traitement systémique. Donc quand ces filières fonctionnent aussi bien, moi je trouve que la téléexpertise est vraiment, la télémédecine est vraiment extrêmement intéressante. Alors ça nous a permis aussi de voir plein de choses. Pendant le premier confinement, je n'avais plus de consultation, mais j'ai vu énormément d'enfants. Et quand les collègues me demandaient ce que tu as vu, oui, j'ai vu tout ça, j'ai vu des exanthèmes spécifiques, un aspect souffleté du visage, mégal érythème-like, un aspect varioliforme. Alors aujourd'hui, on se dirait, oh là, le monkeypox. Non, c'est pas le monkeypox, c'était un aspect varioliforme du Covid. À l'époque, il n'y avait rien d'autre, les enfants ne sortaient pas. Ouais. 5 minutes d'ac. L'urticaire, plein, un aspect contusiforme diffus. Ça, c'était un collègue gériatre qui m'a dit, je ne comprends pas, mon enfant, il a des contusions diffuses, on vient de tous avoir le Covid. Alors, est-ce que c'était une urticaire contusiforme ou est-ce que c'était un vrai aspect contusiforme, comme on peut voir avec la mononucléose infectieuse? Moi, j'en ai fait un aspect contusiforme associé au Covid. J'ai vu plein de lésions acrales, vous en avez vu plein. Moi, j'ai vu aucun enfant, et pourtant, j'ai une collection de photos par téléexpertise. Et ça, c'est le vrai érythème polymorphe, ça, on avait même rapporté. Le vrai érythème polymorphe, donc vous voyez, c'est pas du tout l'aspect du kawa de tout à l'heure, hein, avec des croûtes sur les lèvres et des magnifiques cocardes. Hein, là aussi, je suis parfois un peu enthousiaste, mais elles sont très très belles, ces cocardes, vraiment caractéristiques. Et c'est alors, je suis désolé parce que ça ne rend pas très bien, mais là, vous voyez vraiment la nécrose centrale, l'aspect papuleux et le petit érythème périphérique. Ça, c'est la cocarde pathognomonique de l'érythème polymorphe. Pendant le premier confinement, on m'a adressé plein d'avis pour zona. On envoie de temps en temps des zonas. Mais en moins de 2 mois, on envoie 5 avis pour zona pédiatrique. J'alerte mes collègues pédiatres, pof, une étude est menée, effectivement, il y a eu pas mal de cas de zona pendant le premier confinement chez des enfants. Alors, est-ce que c'est lié au stress? Il y a dans la cohorte qui a été finalement menée par Stéphanie Mallet de Marseille, des cas précédés du Covid. Alors, est-ce que le Covid a modifié l'immunité suffisamment pour donner des cas de zona? C'est possible. Il n'y a pas eu de complications inframondiques? Non, là ça s'est très bien passé. C'était des zonas pas très sévères en fait, hein, les deux cas. Pas très inflammatoires, pas très vésiculés, des petits zonas. Ils ont tous les deux été documentés après. Je ne sais pas si vous en voyez aussi. J'ai vu énormément, et beaucoup après en présentiel, des dermites périorificielles sous masque. Et même, il y a toute une littérature sur les pathologies, les dermatoses sous masque. Les Américains ont même appelé ça les masquinés. Et je trouve que c'est une jolie terminologie, parce qu'on a des acnés nodulaires sous masque épouvantables. Et pour moi, c'est un peu l'équivalent chez l'enfant, avec, vous voyez, celle de droite, celle de gauche, j'ai pas retrouvé la photo initiale, c'était pustuleux. Et des formes beaucoup plus frustes, ici, et beaucoup plus papuleuses, moins inflammatoires, chez une plus grande ici. Alors ça, c'était, vous voyez, 15-12-2021, on voit la date en dessous. Donc, moi j'en ai vu beaucoup. Et c'est vrai que sans la téléexpertise, je n'aurais jamais vu ces enfants. Donc ça permet d'avoir une espèce de veille pour identifier finalement des phénomènes qui, si on ne les voit qu'en consultation présentielle, on ne verra pas. Et récemment, j'ai eu une dizaine d'observations avec cette virose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un aspect de lichen nitidus. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette entité, mais ce sont des micropapules assez disséminées, prédominant sur les convexités centruriques, qui est probablement un phénomène paraviral qui va se résorber en 6 mois, 1 an. Et j'en ai vu une dizaine en 2 mois. Pas mycosique. C'est pas mycosique. Alors là, il y a un aspect un peu vésiculeux, c'est pour ça que je voulais laisser, ça c'est la dernière que j'ai vue, c'était il y a 15 jours. Mais je n'ai jamais observé ça jusqu'à présent. Et c'est surtout, vraiment, cette expertise nous permet, à un moment donné, d'avoir une concentration de cas qu'on ne voit pas d'habitude. Donc je pense qu'il s'agit d'un virus qui donne cet aspect. Alors est-ce que c'est un pied-main-bouche un peu atypique avec un aspect de pseudo-génotique aussi? C'est possible. Et la lésion
la lésion de l'orteil est compatible avec un pied main gauche. Mais c'est assez intéressant de voir que finalement on peut voir ces épidémies de maladies dermatologiques grâce à la téléexpertise. Vous avez fait des prélèvements? Je les ai pas vus. Et comme les enfants allaient bien, je n'ai même pas demandé de les prélever. Non, bah, je ne peux pas les convoquer, il y a un moment, c'est super de pouvoir les convoquer, mais il y a un moment on ne peut plus, quoi. Surtout quand après on va à Marrakech et tout. Il faut faire des choix dans la vie, moi les choix ils sont faits. Allez, un dernier cas ensemble. Vous voyez, c'est un cas tout récent, hein, 15-6-2002, la grossesse RAS, Apgar 10-10-10, donc Mustapha il est content. J'ai pas le pH, j'ai pas les lactates, l'évidence il va bien. Cloque au niveau du cuir chevelu remarqué par la pédiatre de garde à la naissance. Il a 39, la maman a 39 à la naissance, et hop, il a ça. Alors, en voyant l'image de la mastocytose, je me dis, mince, c'est peut-être une mastocytose, mais je ne l'ai pas évoqué la mastocytose. Vous avez des idées comme ça? Et je ne l'ai pas vu encore, hein. Peut-être le voir. Donc moi, je lui ai dit, il y a trois approches. Soit on réfléchit sur fièvre et bulles purulentes. L'urgence, elle est infectieuse. Vous faites un examen bactériologique, si le direct est positif, antibiothérapie. Si l'enfant va bien, que le direct est négatif, on peut attendre la culture. Soit on se dit, c'est une bulle, on regarde une scissure. Une scissure, c'est pas que au milieu, il y a des scissures un peu partout. Et là, on est sur une aplasie cutanée congénitale. Donc je leur ai demandé de faire une échographie transfontanellaire en urgence. Soit on est sur une fragilité cutanée. Et là, on est sur une épidermolyse bulleuse. Et je n'ai pas évoqué la mastocytose. Si je le revois, je me dis, en réfléchissant en allant à Marrakech, c'était peut-être une mastocytose. Donc vous voyez, sans voir l'enfant, on peut quand même faire avancer des dossiers qui peuvent paraître assez inquiétants. J'aurais dit aussi de rechercher une consanguinité. C'est vrai que c'est une consanguinité, c'est un petit argument pour une épidermolyse bulleuse. Donc, en pratique, recherche de consanguinité, bactériologie plus ou moins antibiotique, écho-transfontanellaire, soins locaux percer les bulles, mettre de l'urgotule. Pouvez-vous me tenir au courant de l'évolution? Ça roule. Et je pars serein à Marrakech. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau topo. Étant donné les temps, on a beaucoup inquiété dépasser le timing qui nous est alloué. Donc on a 2 questions dans la salle. Maxime. Et puis d'autres questions à la pause si vous voulez. Les autres, à la pause. Avec des observations pour suivre. Je sais. Oui, je vous remercie pour cette présentation très didactique. J'ai juste une petite question par rapport aux agents que vous mettez sous le propranolol. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire une constatation biologique? Alors, c'est important cette question. Initialement, quand le propranolol est apparu, quand il était en anticorps, en France, on nous demandait une échoqueur et un avis cardiologique avant d'initier le traitement. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Il est juste demandé un examen par un spécialiste. Moi, j'appelle ça un pédiatre. Et donc, quand un pédiatre m'adresse un enfant, il l'a examiné, donc on initie d'emblée le propranolol. En France, réglementairement, on doit le faire en hôpital de jour, en 3 épisodes, où on commence en augmentant les doses. Donc c'est un peu contraignant, les cardiologues pédiatres sourient parce qu'eux le font en externe. Mais nous, on a obligation, alors c'est intéressant en même temps, ça permet d'éduquer les parents sur l'utilisation et l'arrêt du propranolol. Non, l'avis cardiologique et même l'électrocardiogramme ne sont plus nécessaires. Oui, une deuxième question. J'ai la place des topiques locaux à base de timolol sur les... À la place du thymolol. Alors, il y avait un grand enthousiasme au début sur l'utilisation du thymoptol sur des hémangiomes. Et c'était un peu, bon, on ne sait pas trop s'il faut mettre, allez, on va mettre un peu de thymoptol. C'était un peu ça l'idée initialement. Moi, je l'ai fait notamment sur des zones palpébrales. En fait, le problème du thymoptol, il y a des études qui montrent qu'il y a plus des case reports. Pardon, monsieur le photographe. Monsieur le photographe, je ne vois pas mon interlocuteur. Merci. Le thymoptol semble intéressant, mais il faut comprendre qu'il y a une absorption extrêmement importante, 10 fois supérieure au propranolol. Et donc, en fait, on avait des taux de thymoptol circulant très élevés. Et là, il n'y a pas du tout d'introduction en milieu hospitalier. Donc aujourd'hui, on a quasiment arrêté le thymoptol. Moi, je l'utilise ponctuellement sur des botryomycoses. Il me semble que ce soit intéressant sur les botryomycoses. Et là aussi, ce n'est pas non plus très très correct parce que
Le Botryonychum a un épiderme souvent qui a disparu, donc le taux d'absorption est encore augmenté. Et ça semble intéressant. Donc on l'utilise quasiment plus en fait en pratique. Merci beaucoup. On prendra 15 minutes de pause et on revient. Merci à tous.